Chers téléspectateurs, bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle édition du vendredi 18 avril 2025 que je vous invite à suivre jusqu'à son terme. À la une de l'actualité, le président de la République, Ange Razouelne, a déclaré aujourd'hui qu'il est inacceptable et contraire aux valeurs malagasy que certaines personnes cherchent à ternir l'image de Madagascar aux yeux des invités de marque que le pays s'apprête à accueillir la semaine prochaine. Madagascar se prépare activement et est prêt à recevoir le sommet de la Commission de l'océan Indien ce jeudi. Mais avant cela, Madagascar accueillera le président français Emmanuel Macron pour une visite d'État le 23 avril. Pour les Malgaches attachés aux valeurs nationales, cette semaine représente un moment fort pour démontrer leur véritable identité, l'unité et l'hospitalité. Judigal Rangenerin, Antratandabe. Madagascar, pays accueillant, paisible et propre, comme le montre sa capitale Antananarivo, se prépare à recevoir le président français Emmanuel Macron ainsi que les chefs d'État et de gouvernement des pays de la région de l'océan Indien dans le cadre du sommet de la COI. Les préparatifs sont bien avancés. Le gouvernement, les ministères, les régions, les communes, les entreprises privées, les écoles, tous se sont mobilisés pour prouver que l'accueil des étrangers est une véritable fierté pour le pays. Le président de la République a été clair. Il a rappelé qu'il n'accepte pas les agissements de ceux qui tentent de ternir la réputation du pays et du peuple malgache. Il est clair aujourd'hui, a affirmé le président Ange Razouelne, que ceux qui s'efforcent de nuire à l'image du pays n'agissent pas selon l'esprit ni les valeurs malgaches. On peut constater des changements visibles lorsque tous s'unissent pour le bien commun. Ce que nous avons accompli ces dernières semaines à travers des efforts conjoints a permis de révéler toute la beauté d'Antananarivo, ce qui suscite l'admiration générale, toujours selon lui. Outre le président Emmanuel Macron et les dirigeants des pays membres de la COI qui viendront à Madagascar la semaine prochaine, plusieurs autres chefs d'État sont attendus en 2025, dont la présidente de la Slovénie, ainsi que de nombreux dirigeants africains membres de la SADC. Ils participeront au 45e sommet de la SADC qui se tiendra à Madagascar et au cours duquel le président Ange Razouelne prendra la présidence tournante de cette organisation régionale de l'Afrique australe. Et les travaux de réhabilitation pour améliorer l'approvisionnement en eau à Antananarivo ont été officiellement lancés ce jour à Manchester. Le président de la République, Ange Razouelne, a dirigé la cérémonie de pose de première pierre dans le cadre de la Semaine nationale de l'eau. Ce projet s'inscrit également dans la préparation à la période d'étiage. Cela fait environ 30 ans que la station de production d'eau de Manchester a été construite. Depuis, aucun grand projet d'extension ou de remplacement d'équipements défectueux n'a été entrepris. Résultat, les infrastructures ne suffisent plus à répondre aux besoins croissants de la population de la capitale. Le déficit en eau atteint actuellement 100 000 m3 par jour pour Antananarivo. Face à ce problème, les gouvernements successifs n'avaient pris aucune décision majeure. Le président Ange Razouelne, lui, a fait preuve de courage et de volonté politique en apportant des solutions concrètes. Il a engagé des discussions directes avec les partenaires techniques et financiers, parvenant à les convaincre de soutenir cette démarche. La Banque mondiale a répondu présente à travers le projet Jiramatana Water Free. Le président Ange Razouelne a déclaré qu'il est du devoir des dirigeants d'apporter des solutions aux problèmes rencontrés par la population. Devant les cris d'alarme des citoyens face à la pénurie d'eau, des mesures à court et à long terme ont été étudiées. Aujourd'hui, il a annoncé que la station de pompage de Manchester sera entièrement remplacée et tous les équipements associés seront modernisés. Les effets de ces travaux seront visibles dès l'été prochain.
Les canalisations seront également changées et les 3 grandes stations de surpression entièrement rénovées. Par ailleurs, des groupes électrogènes seront installés dans toutes les stations de pompage pour qu'elles puissent continuer à fonctionner même en cas de coupure d'électricité. En plus de la réhabilitation de Manchses, le président a également confirmé le lancement du grand projet de production d'eau à Brunakun d'un montant de 40 millions de dollars. Concernant le secteur de l'électricité, le président de la République a également annoncé ce jour à Manchses l'installation d'un parc solaire de 20 MW à Ivatu, d'un parc solaire de 100 MW, le plus grand de Madagascar, à Antananarivo, ainsi que de plusieurs parcs solaires de 5 MW dans différentes villes du pays. Ce lancement des grands travaux d'approvisionnement en eau à Antananarivo, avec la participation du président Andrazwen, a marqué la fin de la première édition de la Semaine nationale de l'eau. Cet événement, organisé par le ministère de l'Eau, de l'Assainissement et de l'Hygiène, s'est tenu depuis mercredi jusqu'à aujourd'hui au stade Barea Mamas. En diplomatie, le Premier ministre Tsai Christian a reçu hier au Palais d'État de Mazoarive Anthony Ngororano, coordonnateur résident des Nations Unies en poste à Madagascar. Il s'agit de sa première visite depuis sa nomination à cette fonction. Astrid Marchas, chef du bureau de coordination de ce groupe, a également fait partie de la délégation. Lors de cet échange, une attention particulière a été accordée aux modalités de l'appui stratégique que les Nations Unies peuvent apporter dans la mise en œuvre de la politique générale de l'État à travers une coopération renforcée entre les 2 parties. Les discussions ont également porté sur les différents secteurs prioritaires pour le développement de Madagascar face aux défis actuels. Les 2 parties ont exprimé leur volonté commune d'améliorer davantage les démarches à entreprendre ainsi que les relations nécessaires à cette collaboration. Plus d'explications. Nous sommes venus aujourd'hui pour engager avec le Premier ministre sur multiples questions. La première étant de réaffirmer l'engagement et le soutien du système des Nations Unies vis-à-vis la mise en œuvre de la politique générale de l'État. Nous avons aussi discuté des changements au niveau mondial et régional autour de questions du nouvel ordre international économique. Dans cette discussion, nous avons parlé bien sûr, parmi autres choses, de l'importance de mettre en œuvre les questions touchant sur l'amélioration de la résilience économique. Et finalement, nous nous sommes mis d'accord sur plusieurs actions pour faire en sorte que nous puissions mieux pérenniser nos actions, nos engagements au niveau des Nations Unies. Et dans les actualités sociales, le programme Miunz, financé par la Banque mondiale, a remis hier un véhicule tout-terrain et des motos au BNGRC. Selon le directeur général du BNGRC, le général Ella Kanjiakadze, ces équipements visent à répondre rapidement aux besoins des populations dans les régions d'Anjouy, d'Anos et d'Asimonjefen. Pour le secrétaire national adjoint du projet, le BNGRC est l'acteur le mieux placé pour préparer la gestion des catastrophes, ce qui justifie cette dotation. Les détails. Un véhicule tout-terrain et 12 motocross ont été remis au BNGRC par le projet Miunz pour faciliter la réponse rapide face aux catastrophes naturelles dans les régions d'Anos, d'Anjouy et du sud-ouest. Ces régions sont en effet particulièrement exposées aux aléas naturels, cyclones, inondations, incendies de brousse et surtout la famine. Les routes menant à ces zones sont souvent difficiles d'accès, selon le général Ella Kanjiakadze, directeur général du BNGRC. Le projet Miunz intervient dans plusieurs domaines comme l'agriculture, l'élevage, l'approvisionnement en eau, la protection de l'environnement. Ils investissent dans les régions du Sud et cette dotation a pour but de sécuriser ces investissements, explique Vladimir Ratsimanjès, secrétaire national adjoint du projet.
Le directeur général du BNGRC a par ailleurs souligné qu'un suivi strict de l'utilisation de ces équipements sera assuré. Et la propagation des criquets à Madagascar est pour l'instant maîtrisée selon les déclarations faites aujourd'hui par le Centre national anti-acridien. Rien que pour les 4 premiers mois de l'année 2025, plus de 227 000 hectares de terres agricoles ont été traités et protégés. La lutte se poursuit dans plusieurs districts du sud de l'île. Parmi les priorités actuellement figure le renforcement des équipements pour faire face à cette invasion, en collaboration entre le ministère de l'Agriculture et ses partenaires. Andiniana Martina, Sitch Adjanab. Le ministère de l'Agriculture et de l'Élevage, à travers le Centre national anti-acridien IFM, continue de renforcer la lutte contre les criquets, qui représentent une menace majeure pour les agriculteurs. L'objectif pour la période 2025-2026 est de protéger 600 000 hectares. Pour l'instant, l'avancement est significatif. 227 000 hectares ont déjà été protégés en seulement 4 mois. Les districts de Mans, région Menabe, Befandjina Sud et Basi, région Atimanjefen, sont désormais totalement sous contrôle. En revanche, la lutte continue dans plusieurs districts tels que Betiuk Sud, Impani, Mahafal et Bekil, région d'Anjouy. De manière générale, Madagascar est actuellement dans une phase de maîtrise de la propagation des criquets selon les informations. Dans le cadre du renforcement de cette lutte, le ministère de l'Agriculture et de l'Élevage collabore avec le FAO, son principal partenaire. Cette action conjointe répond à une menace accrue dans le sud-ouest du pays où une recrudescence des criquets a été observée, notamment en raison des intempéries survenues récemment. Un financement d'urgence de 21 millions de dollars a été mobilisé pour le Centre national anti-acridien, permettant de poursuivre les efforts dans la lutte contre les criquets à Madagascar. Pour terminer les actualités locales, la valorisation passe par la propreté des quartiers et des villes. Mais cela exige un changement de mentalité pour que chacun apprenne à aimer la propreté et à préserver les biens communs, selon le message véhiculé par les membres du TMH lors d'une opération de nettoyage qu'ils ont menée aujourd'hui dans le 4e arrondissement. Cette association de jeunes, composée d'éducateurs et de formateurs, inculque aux membres l'esprit de propreté. Félan Soul sur les images de Anzara Donarville. Dans un élan de solidarité avec la commune urbaine d'Antananarivo pour l'entretien de la ville, les membres de l'association TMH Tanuramianjanjaniwavi ont procédé aujourd'hui au nettoyage des rues du 4e arrondissement. Environ 30 membres ont participé à cette action citoyenne qui s'est achevée devant le bâtiment de la Jirama à Andjefanapuzanar. L'association encourage la population à être respectueuse des biens publics dans l'intérêt de tous. Notre objectif est une ville propre et agréable à vivre selon les explications. Et dans les actualités internationales, de premières discussions sur l'Ukraine impliquant Américains, Européens et Britanniques se sont déroulées hier à Paris, avant une prochaine réunion à Londres, au moment où les négociations de cessez-le-feu initiées par Washington piétinent et où les Européens veulent imposer leur voix. France 24. Le format est inédit. Américains, Ukrainiens, Britanniques, Allemands et Français réunis à Paris à l'initiative d'Emmanuel Macron, une formule gagnante, si l'on en croit Jean-Noël Barrot. Et ces discussions très ouvertes, très franches, auront permis de faire avancer la réflexion des Européens, celle des Ukrainiens et celle des Américains. Toute la journée de jeudi, les réunions se sont succédées. Alors que le plan américain pour la paix patine, les Européens, jusque-là écartés des négociations par Donald Trump, veulent revenir sur le devant de la scène. Je pense que c'est une occasion très importante d'avoir une convergence avec nos amis ukrainiens et avec les Européens à vos côtés, parce que je pense que tout le monde veut obtenir la paix. J'en suis sûr. Une paix solide et durable. Pour représenter les États-Unis, le secrétaire d'État américain Marco Rubio
C'est son 3e déplacement en Europe depuis sa prise de fonction. Il est venu accompagné de Steve Witkoff, officiellement envoyé spécial au Moyen-Orient. Cet ami de longue date du président Trump est dans les faits chargé des dossiers les plus épineux. Bémol, il est étiqueté pro-Kremlin par Volodymyr Zelensky. Je pense que M. Witkoff a adopté la stratégie de la partie russe. Je trouve cela très dangereux, car il diffuse consciemment ou inconsciemment le discours russe. Une nouvelle réunion des émissaires des 5 pays est prévue la semaine prochaine à Londres, avec toujours comme objectif un cessez-le-feu complet et la mise sur pied de la coalition des volontaires, un contingent multinational initié par Paris et Londres, un projet que Kiev appelle de ses vœux et dont le rôle serait de veiller à la cessation des combats une fois la paix obtenue. Et la Russie a lancé dans la nuit de mercredi à jeudi une attaque massive de drones à Dnipro, dans l'est de l'Ukraine. Selon le gouverneur local, au moins 3 personnes sont mortes, dont une jeune enfant et une femme âgée, et plus de 30 blessés. France 24. Loin des tractations et des salons d'apparat où se déroulent les négociations, les Ukrainiens vivent toujours au rythme des bombes. À Dnipro, pourtant situé à 200 km du front, une attaque massive de drones a fait ce jeudi 3 morts et une trentaine de blessés. Les murs ont sauté, il y a eu un grand bruit et de la fumée a commencé à s'échapper, puis des voitures ont commencé à exploser. Nous pensions que d'autres frappes allaient avoir lieu, c'était terrifiant. Si l'essentiel des combats se tient autour de Pokrovsk et de Bakhmut, l'incursion par le nord continue aussi. En réponse à la frappe russe sur Soumy le week-end dernier, l'armée ukrainienne a à son tour visé les bases de Koursk et de Chouïa il y a 2 jours. Mais quel que soit le front, l'armée russe progresse tandis que l'Ukraine tente de résister. Nous savons ce que la Russie prépare. Nous disposons d'informations provenant de nos services spéciaux et de nos services de renseignement. Aujourd'hui, durant la période de Pâques et après, de nouvelles frappes russes sont possibles. Nous continuerons à défendre notre pays et notre secteur énergétique. Alors qu'à Paris et Washington, les négociations pour un cessez-le-feu se sont poursuivies toute la journée, Volodymyr Zelensky s'est dit prêt à acheter au moins 10 systèmes de défense anti-aériens patriotes aux États-Unis, un souhait dont il a fait part à Donald Trump. Pour terminer, une juge fédérale américaine a conclu que Google avait monopolisé le marché de la publicité sur Internet, estimant que le géant américain des technologies avait sciemment entrepris une série d'actions anticoncurrentielles et avait causé des dommages importants à ses clients. France 24. Google, jugé coupable de monopole sur le marché numérique de la publicité et de pratiques anticoncurrentielles. C'est ce qu'a conclu la justice américaine ce jeudi. Dans une décision de 115 pages, elle explique comment la société contrôle les maillons de la chaîne publicitaire en ligne, de la vente à l'achat des espaces sur les sites internet et les applications, abusant de son hégémonie pour imposer ses conditions aux annonceurs et clients. Le géant de la technologie, lui, compte faire appel de cette décision. Nous ne sommes pas d'accord avec la décision de la Cour concernant nos outils d'édition. Les éditeurs ont de nombreuses options et ils choisissent Google parce que nos outils de technologie publicitaire sont simples, abordables et efficaces. C'est la 2e affaire antitrust qu'Alphabet, la maison mère de Google, perd en 1 an. Cette décision pourrait permettre au procureur d'obliger l'entreprise de se séparer de ses activités publicitaires. Les experts estiment que cette décision pourrait avoir un impact considérable sur le paysage des entreprises technologiques. Cette décision marque un tournant dans la réglementation des grandes entreprises technologiques et soulève le risque réel d'un démantèlement de l'activité publicitaire de Google. Il a été question d'une scission d'Alphabet elle-même, mais maintenant nous plongeons plus profondément dans Alphabet, dans le secteur de la publicité. L'administration Trump, qui s'est jusqu'à présent montrée indulgente à l'égard des grandes entreprises de technologie, a salué cette décision. Le procureur général des États-Unis l'a qualifiée de victoire historique. Mesdames et messieurs, c'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Au revoir et passez un bon vendredi.